La semaine du 11 août 2025 débute à 7, dans une atmosphère chargée de tensions contenues et de sentiments ravivés. Le décor est posé dès les premières minutes de l'épisode 2006 de Demain nous appartient. Au centre de cette intrigue, qui s'annonce aussi passionnée que déchirante, Alain Lehaut, le compagnon discret mais sensible de Marianne Delcourt. Interprété par Christian Vadim, Alain est un homme dont le cœur semble en paix, jusqu'à ce que le destin décide d'en bouleverser l'équilibre fragile. Le retour à 7 d'Annie Madori, joué avec une intensité saisissante par Corinne Touzet, fait l'effet d'une détonation. Annie n'est pas une femme comme les autres. Sœur de Christelle Moreno, elle incarne la franchise brute, l'énergie de celles qui n'ont plus rien à perdre et qui décident, enfin, de vivre pour elles-mêmes. Lorsqu'elle débarque dans la vie d'Alain, c'est avec une fougue maîtrisée, des yeux perçants et un sourire qui trouble plus qu'il ne rassure. Elle ne vient pas en amie ni en spectatrice. Elle vient reprendre sa place, ou du moins bousculer les cartes. Le premier face-à-face entre Alain et Annie se déroule dans une ambiance lourde, presque électrique. Ils échangent des banalités, mais chaque mot est chargé de sous-entendus. Le silence d'Alain parle pour lui. Il est troublé, visiblement. Marianne le sent d'ailleurs immédiatement. Depuis quelque temps déjà, elle observe chez son compagnon une forme de retrait, un effacement discret, mais bien réel. Elle connaît ses silences, elle a appris à les décoder, et là, quelque chose a changé. Christelle, de son côté, tombe des nues. Elle ignorait que sa sœur allait revenir à 7, encore moins, avec autant d'aplomb. Elle tente de tempérer les choses, de comprendre ce que veut réellement Annie. Mais sa sœur ne se laisse pas amadouer. Elle affirme sans détour qu'elle est là pour Alain. Pas pour le séduire, dit-elle d'abord, mais pour lui rappeler qui elle est, ce qu'ils ont été. Le message est clair, elle ne s'effacera plus. Alain, lui, est pris entre deux mondes. Celui de la raison, représenté par Marianne, femme brillante, posée, lucide, et celui de la passion, celui qu'il avait volontairement mis de côté, incarné par Annie. Le trouble monte en lui, comme une fièvre qu'il tente de contenir. Il veut rester fidèle, bien sûr, mais le regard d'Annie, sa voix, sa manière d'être, résonnent en lui comme un appel profond, un vertige. Au fil des scènes, l'atmosphère se densifie. Un simple échange de regards devient une bataille silencieuse. Annie ne lâche rien. Elle multiplie les allusions, les gestes ambigus. Elle provoque Alain, non pas avec vulgarité, mais avec cette force tranquille qui fait trembler les fondations les plus solides. Elle connaît ses failles. Elle sait où appuyer. Marianne, de son côté, prend sur elle. Mais elle n'est pas dupe. Une nuit, alors qu'elle sort de la salle de bain, elle entend Alain parler à voix basse dans le salon. Il est au téléphone. Elle écoute, figée, et ce qu'elle entend lui glace le sang. « Je ne sais pas, Annie. Je suis perdue. » Ces quelques mots suffisent à briser quelque chose en elle. La trahison n'est pas encore consommée. Il n'y a pas eu de baiser, pas de geste déplacé. Mais l'intention est là. Le doute est là. Et parfois, il fait plus mal qu'un acte. Marianne reste digne. Elle ne dit rien, pas encore. Elle observe, elle attend. Peut-être pour mieux frapper ensuite. Ou peut-être parce qu'elle espère, malgré tout, que ce n'est qu'un orage passager. Pendant ce temps, en parallèle, une autre trahison secoue les cercles amicaux de 7. Ludo, fidèle ami d'Aaron, découvre que Victoire l'a poignardé dans le dos. Elle, dès qu'il considérait comme une alliée indéfectible, lui a fait un coup bas. Les détails restent encore flous, mais ce qui est certain, c'est que leur amitié est en péril. Ludo encaisse, bouleversé, et se referme sur lui-même. Ainsi s'ouvre cette semaine de tous les bouleversements. Le retour d'Annie agit comme une déflagration sur l'univers d'Alain, mais aussi sur tous ceux qui gravitent autour. L'amour, l'amitié, la loyauté, tout vacille. Rien ne semble acquis. Et dans le regard d'Annie, une certitude brûle. Elle est prête à tout. L'épisode du mardi, 12 août 2025, de Demain nous appartient, s'ouvre dans une ambiance bien plus lourde que la veille. À 7, une nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Un habitant emblématique de la ville a été victime d'un grave accident. Les détails sont encore nébuleux, mais l'émotion collective est immédiate. Qui est cette victime? Quelle est la gravité de l'événement? Très vite, l'enquête démarre, mais ce qui frappe d'abord, c'est l'impact sur les habitants. Dans cette ville déjà secouée par des tensions sentimentales, ce nouveau choc agit comme un catalyseur des non-dits et des tensions enfouies. Au commissariat comme au MAS, les visages se ferment. L'agitation est palpable. Alex tente de garder son sang-froid, mais les souvenirs de drames passés ressurgissent. Chloé, elle, veut croire qu'il ne s'agit que d'un accident isolé. Mais Nordine, plus sceptique, perçoit que quelque chose cloche. Il y a dans les circonstances de cet accident des zones d'ombre qui ne collent pas. Est-ce vraiment un simple coup du sort ou l'œuvre de quelqu'un? Mais tandis que les policiers commencent à fouiller cette piste dramatique, la vie sentimentale d'Alain Lehaut poursuit sa descente aux enfers. Ou plutôt, son glissement vers une pente dangereusement glissante. Alain, profondément troublé par la réapparition d'Annie, perd pied. Cette dernière, quant à elle, passe de la confrontation à la séduction avec une aisance déconcertante. D'abord en colère, elle laisse sa colère se muer en désir, sans filtre ni hésitation. Elle multiplie les incursions dans la vie d'Alain.
Elle apparaît au mas sans prévenir, l'invite à marcher au bord de l'eau, évoque les souvenirs communs, les étés partagés, les regrets, les rêves avortés. Chaque mot est une flèche. Alain, d'abord sur la défensive, cède peu à peu. Il tente de poser des limites, de rester fidèle à ses engagements avec Marianne. Mais ces limites, Annie les repousse une à une avec douceur ou brutalité, selon ce qui fonctionne le mieux. Elle joue avec le fil tendu de l'ambiguïté jusqu'à le faire vibrer dangereusement. Christelle, témoin impuissante de cette spirale, tente de ramener sa sœur à la raison. Elle lui rappelle les dégâts qu'elle pourrait causer, les douleurs qu'elle ranime, les risques de tout perdre. Mais Annie est dans un autre état d'esprit. Elle ne veut plus être raisonnable. Elle a passé trop d'années à se taire, à s'effacer. Aujourd'hui, elle veut aimer, vivre, ressentir, peu importe les conséquences. Pendant ce temps, ailleurs dans Sète, Raphaël nage dans le bonheur. Étrangement détachée du tumulte ambiant, elle continue de flotter sur son petit nuage amoureux. À ses yeux, rien ne peut entacher sa joie. Ni les tensions autour d'elle, ni les regards inquiets de ses proches. Son insouciance tranche avec l'atmosphère lourde de cette semaine. On sent pourtant que cette légèreté ne pourra pas durer éternellement. Quelque chose finira par éclater. Dans un coin de la ville, une silhouette observe. Elle est tapie dans l'ombre, presque invisible. Le tueur n'a pas disparu. Il suit tout. Il écoute. Il analyse. Et il attend. Peut-être que ce drame qui vient de frapper Sète lui sert d'écran de fumée. Peut-être que le vrai coup est encore à venir. Le soir tombe sur une ville ébranlée. Les visages sont marqués, les voix sont basses, et les cœurs battent nos plus fort. Alain, seul dans sa chambre, regarde son reflet dans le miroir. Il voit un homme en train de perdre pied. Un homme qui vacille entre deux femmes, entre deux époques de sa vie, entre deux versions de lui-même. Le passé, le présent, et ce futur incertain que dessine, chaque jour un peu plus, le regard d'Annie. Ce deuxième jour de la semaine semble marquer un tournant. Le drame ne fait que commencer, et les cœurs, eux, continuent de se fissurer. Mercredi 13 août 2025. La semaine atteint un palier critique. Après la tension amoureuse entre Alain, Annie et Marianne, et le choc de l'accident survenu la veille, un autre danger se fait plus palpable, plus insidieux. Ce n'est plus un simple malaise ou un trouble passager. C'est une menace réelle ancrée dans les rues de Sète, une ombre sourde qui suit chacun des personnages, celle du tueur. Il n'a pas de nom, pas de visage pour le moment, mais sa présence, elle, se ressent. Elle se faufile dans chaque plan, chaque regard inquiet, chaque dialogue où l'on évite d'aller trop loin. L'assassin est là, tapi dans l'obscurité, à la lisière de l'enquête. Il observe les enquêteurs, écoute leurs avancées, décortique leurs hésitations. Et surtout, il semble très informé sur le Neurolex, ce médicament aux effets mystérieux et dévastateurs. Le Neurolex, justement, devient le fil rouge de cette journée. La police scientifique affine ses analyses. Le nom revient de plus en plus fréquemment dans les dossiers. Des patients qui n'auraient jamais dû en recevoir, des effets secondaires passés sous silence, des pressions exercées sur des médecins, et au milieu de tout cela, une silhouette qui s'agite dans l'ombre. Le tueur serait-il une victime de ce traitement ? Ou au contraire, un exécuteur froid décidé à faire payer ceux qui ont contribué à son existence? Pendant que les enquêteurs poursuivaient de leur traque, d'autres tensions explosent ailleurs dans la ville. Christelle, profondément troublée par l'évolution de sa sœur, voit ses repères moraux se fissurer. Annie est son sang, sa famille. Mais jusqu'où peut-elle la suivre? Jusqu'où peut-elle fermer les yeux sur ses manipulations, ses provocations envers Alain, ses intentions à peine voilées de tout faire imploser? Face à la pression, Christelle fait un choix dangereux, elle décide de couvrir sa sœur. Pire encore, elle commence à l'aider de manière détournée. Un mot soufflé à Alain ici, un silence complice là. Elle veut croire qu'Annie n'est pas un danger, elle veut croire que l'amour peut encore réparer les blessures anciennes. Mais au fond d'elle, une part de culpabilité commence à sourdre. Annie, elle, accélère le rythme. Elle veut qu'Alain choisisse. Elle ne supporte plus d'être dans l'attente. Elle pousse le jeu de la séduction plus loin, le confronte à ses émotions, l'isole peu à peu de Marianne. Un soir, elle ose une question directe. « Si elle n'était pas là, tu serais avec moi ?» Alain ne répond pas. Son silence est un aveu. Et dans ce silence, Annie croit lire une permission. Tandis que ce triangle amoureux s'enflamme, un souffle plus léger traverse l'épisode avec les adolescents. Dans une tentative de sortir de la noirceur ambiante, ils se rassemblent autour d'un projet plus innocent. Convaincre François Lehaut, professeur apprécié mais discret, de rejoindre la chorale locale. Ce projet artistique devient pour eux un refuge, une parenthèse salvatrice face à l'angoisse collective. François hésite. Il aime chanter, c'est un fait, mais il ne se sent plus à sa place. Trop de tensions dans la ville, trop de secrets dans les couloirs du lycée. Les ados insistent. Judith, Nathan, Violette et les autres unissent leurs forces. Il leur faut ce souffle d'enthousiasme, cette énergie capable de remettre un peu de lumière dans une semaine où tout semble vaciller. Leur appel est sincère, leur voix pleine d'espoir. Pour un instant, le spectateur peut respirer.
Mais cette respiration est brève, car à l'extérieur, le danger rôde. Le tueur continue d'espionner, il sait qu'on parle de lui. Il sait que le Neurolex est de plus en plus exposé, et s'il veut continuer à agir dans l'ombre, il devra frapper fort, très fort. La journée s'achève sur un plan silencieux. Une silhouette marche dans une ruelle sombre. Un téléphone jeté dans une poubelle, une photo glissée dans une enveloppe, une adresse barrée au marqueur, quelque chose se prépare. Et pendant ce temps-là, Alain regarde un message d'Annie sur son téléphone. Il hésite, puis éteint l'écran, son cœur bat plus vite. Il sent que le point de non-retour approche. Jeudi 14 août 2025. La tension monte d'un cran dans Demain nous appartient et l'intrigue scientifique autour du Neurolex devient l'élément central de cette journée chargée en émotions. Alors que les histoires de cœur continuent de semer le trouble, c'est du côté de l'enquête policière que les événements prennent une tournure décisive. Un nouveau rapport tombe entre les mains de Martin et Nordine et avec lui une révélation qui risque de tout bouleverser. La liste complète des patients ayant reçu, volontairement ou non, ce traitement controversé. Le Neurolex, au départ présenté comme un médicament expérimental aux effets cognitifs prometteurs, est aujourd'hui soupçonné d'avoir été au cœur d'un vaste scandale médical. Certains patients ont été traités à leur insu, d'autres ont développé des troubles graves. Et dans cette liste tant attendue, plusieurs noms bien connus des habitants de Sète figurent désormais en bonne place. Des familles entières s'effondrent en découvrant qu'un de leurs proches a pu être manipulé comme un simple cobaye. La cellule d'enquête relance immédiatement les interrogatoires. Un lien se dessine peu à peu entre certaines victimes du Neurolex et les précédentes tentatives de meurtre recensées ces dernières semaines. L'étau se resserre autour du tueur, car si jusqu'ici il agissait sans laisser de traces tangibles, cette nouvelle piste l'expose, peut-être involontairement mais dangereusement. Pendant ce temps, les passions personnelles, elles aussi, s'intensifient. Judith est de retour au centre de l'attention lorsque Violette, décidée à ne plus se laisser marcher sur les pieds, la provoque en duel verbal. Leur rivalité n'est pas nouvelle, mais cette fois, Violette choisit de passer à l'offensive. Le ton monte rapidement. Violette lui reproche ses jugements constants, sa place privilégiée dans le cercle des proches d'Alex et Chloé, et surtout son arrogance présumée. Judith, piquée au vif, ne se laisse pas faire. Le face-à-face est brutal, sincère, presque libérateur. Les deux jeunes femmes sortent ébranlées de cet échange, mais conscientes qu'il fallait que cela éclate. Au lycée, dans un autre coin de la ville, une scène bien différente émeut les spectateurs. Soisic, jusqu'alors froide et distante, assiste aux répétitions de la chorale montée par les adolescents. Elle est là presque par hasard, mais ce qu'elle entend la bouleverse. Les voix pures, les mots chargés d'espoir, les mélodies pleines de promesses, quelque chose se fissure en elle. Un souvenir enfoui remonte, une chanson que sa mère lui chantait, une scène d'enfance qu'elle croyait oubliée. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle se lève, quitte la pièce précipitamment, mais ce moment ne la quittera plus. Soisic vient de renouer, sans le vouloir, avec une part de son humanité qu'elle avait volontairement étouffée. Pendant ce temps, Alain continue de s'enfoncer dans son dilemme sentimental. Le souvenir d'Annie le hante. Elle lui envoie des messages, des photos anciennes, des mots brûlants. Il les lit en cachette, les efface immédiatement, mais le mal était fait. Chaque mot d'Annie le ramène à une époque où il se sentait vivant, insouciant, audacieux. À l'inverse, Marianne devient de plus en plus silencieuse. Elle sent que quelque chose lui échappe, elle le voit s'éloigner, lentement, inéluctablement. Elle décide pourtant de ne rien dire pour l'instant. Pas par faiblesse, mais parce qu'elle attend qu'il parle le premier. Une manière de lui tendre une dernière chance, ou de le laisser se condamner lui-même. Et dans les rues de Sète, l'ombre du tueur s'épaissit. Il sait que la police a obtenu la liste, il sait que ses anciens liens avec le Neurolex sont désormais une menace. Alors il prépare la suite. Il modifie ses plans, il efface ses traces, mais il décide aussi d'accélérer. Car plus l'enquête avance, plus il est en danger. La journée s'achève dans une tension extrême. Judith, encore bouleversée par sa confrontation avec Violette, croise le regard d'Alain, absent, ailleurs. Christelle tente de joindre sa sœur, sans réponse. Soisic, dans le noir de sa chambre, rejoue dans sa tête les voix de la chorale. Et dans un bureau du commissariat, Nordine fixe la liste des patients sous Neurolex. Son doigt glisse jusqu'à un nom, il se fige, son regard change, il vient peut-être de trouver la clé. Vendredi, 15 août 2025. Tandis que l'enquête autour du Neurolex progresse et que les tensions amoureuses montent d'un cran, un événement inattendu vient frapper de plein fouet la communauté de Sète. Kevin, le jeune homme adoré de tous, disparaît mystérieusement. Ce jour-là devait pourtant être son dernier au MAS, nos revoirs symboliques après des semaines passées à aider Alex dans les vignes. Mais à l'heure prévue, Kevin ne se présente pas. Son téléphone reste désespérément muet, ses amis s'inquiètent, puis ses proches. L'inquiétude devient panique. Le scénario classique du jeune homme distrait qui aurait oublié un rendez-vous est rapidement écarté. Kevin est du genre fiable, attentif, ponctuel. Il ne serait jamais parti sans prévenir.
D'autant plus qu'il avait promis à Marianne de passer lui dire au revoir. En quelques heures, la tension devient insoutenable. Chloé et Alex alertent la police. Nordine prend immédiatement la disparition au sérieux. Trop de choses étranges se sont produites ces derniers jours pour négliger un tel signal. Au même moment, l'intrigue autour de Violette prend un tournant dérangeant. Jusqu'ici considérée comme une adolescente rebelle mais attachante, elle révèle un autre visage, celui d'une manipulatrice froide et déterminée. Elle comprend que Marceau, un garçon un peu plus âgé qu'elle et secrètement épris, pourrait lui être utile. Avec une aisance glaçante, elle commence à tisser sa toile autour de lui. Elle l'invite à sortir, le flatte, se confie à lui avec une vulnérabilité feinte. Marceau tombe dans le piège, croyant enfin compter pour quelqu'un. Il ignore que chaque confidence de Violette est calculée, chaque larme est mise en scène. Ce qu'elle cherche, des informations, une distraction, un levier émotionnel pour atteindre d'autres cibles. Peut-être même un moyen de brouiller les pistes au moment même où la police cherche à démêler les fils du Neurolex et à comprendre la disparition de Kevin. Violette devient l'un des personnages les plus intrigants de cette fin de semaine. Sa relation trouble avec Judith s'envenime encore et les regards que les autres posent sur elle deviennent plus méfiants. Pourtant, elle conserve son masque. Et même Soisic, habituellement perspicace, ne parvient pas à cerner ses intentions profondes. Violette semble jouer à un jeu dont elle serait la seule à connaître les règles. Elle sourit, elle charme, mais au fond d'elle, une mécanique implacable se met en route. De son côté, Nordine commence à faire des recoupements. Il se souvient d'un témoignage reçu quelques jours plus tôt, anodin en apparence. Une femme avait signalé avoir aperçu un jeune homme correspondant à la description de Kevin Rodan, près de la zone industrielle, à la sortie sud de Sète. Elle avait cru qu'il cherchait son chemin. Mais maintenant, avec la disparition confirmée, ce détail prend un tout autre sens. Nordine décide de lancer des recherches dans ce secteur. Au mas, le silence devient pesant. Alex ne parvient plus à se concentrer sur son travail. Chloé tente de rassurer tout le monde, mais sa voix tremble. Marianne, plus lucide que jamais, sent que ce n'est pas qu'une disparition temporaire. Quelque chose de grave est arrivé. Et dans son regard, une inquiétude plus profonde surgit. Kevin aurait-il été mêlé, sans le savoir, à l'affaire du Neurolex? Et si oui, était-il sur le point de révéler quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Les soupçons commencent à germer. Des noms circulent, des hypothèses naissent. Un lien est-il possible entre Kevin et la liste des patients? A-t-il surpris une conversation compromettante? Était-il en danger sans le savoir? La peur gagne les esprits. Pendant que la police explore de nouvelles pistes, Alain se retrouve face à un choix. La semaine a épuisé ses dernières résistances. Marianne, plus distante que jamais, a cessé de poser des questions. Annie, elle, intensifie ses tentatives de rapprochement. Ce matin-là, elle lui propose une escapade. « Viens marcher avec moi. On ne parlera pas si tu ne veux pas. Je veux juste être là, avec toi. » Il accepte, peut-être par lassitude, peut-être par besoin, peut-être par envie. Mais ce tête-à-tête au bord de l'eau ressemble moins à une promenade qu'à un aveu muet. Alain marche aux côtés d'Annie sans parler. Elle, silencieuse aussi, le regarde avec une tendresse troublante. Il ne s'embrassent pas, il ne se touche pas. Mais tout est dit. Lorsqu'ils se quittent, un frisson parcourt le dos d'Alain. Il sait qu'il vient de franchir une ligne invisible et qu'il ne pourra plus faire marche arrière. Le jour s'achève sur des visages tendus. Kevin reste introuvable. L'enquête s'accélère. La ville retient son souffle. Et dans une ruelle obscure, une silhouette dépose un objet dans une boîte aux lettres. Une enveloppe contenant une photo de Kevin. Alors que les recherches pour retrouver Kevin mobilisent les forces de l'ordre et plongent Sète dans un climat d'angoisse palpable, une autre guerre, bien plus intime, se joue dans le silence des cœurs, celle qu'affronte Alain Lehaut. Au fil de la semaine, ce dernier a vu s'effondrer les piliers de son quotidien. Entre le retour inattendu d'Annie Madori et l'éloignement de Marianne Delcourt, son cœur est devenu un champ de ruines. Et voilà qu'il doit faire face à l'évidence, il est en train de glisser, lentement, mais sûrement. Alain n'est pas un homme habitué aux ruptures brutales. Il est discret, loyal, profondément respectueux. Mais il est aussi un homme blessé. Et les blessures, même enfouies, laissent des failles dans lesquelles le passé peut s'engouffrer. Annie, avec sa détermination et sa tendresse mêlée, a su activer ces failles. Elle est revenue sans phare, sans masque, avec cette sincérité brute qui le bouleverse. Lors de leur promenade au bord de la mer, aucun mot n'a été prononcé. Mais leur silence valait toutes les confessions. Et depuis ce moment suspendu, Alain ne parvient plus à se mentir. Le soir venu, il évite le regard de Marianne, répond à peine à ses questions, prétexte la fatigue ou la concentration sur les événements autour de Kevin. Mais dans le secret de son esprit, il ne pense qu'à une chose, Annie. De son côté, Marianne observe. Elle n'est ni naïve ni aveugle. Depuis qu'elle a surpris Alain en train de supprimer un message d'Annie sur son téléphone, elle sait.
Elle n'a pas besoin de preuves. Elle sent ce froid qui s'est installé, cette absence de geste, ce vide dans les mots. Elle tente d'abord de se montrer forte. Elle ne veut pas supplier ni poser la question fatale. Elle préfère, pour l'instant, conserver sa dignité. Mais au fond, elle est brisée. Marianne, femme indépendante et chef de service respectée, ne supporte pas l'humiliation de l'oubli progressif. Elle décide alors d'agir à sa manière. Un matin, elle propose à Alain de déjeuner ensemble, rien que tous les deux. Il accepte, avec un sourire un peu contraint. Lors de ce repas, Marianne aborde directement le sujet. « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire, Alain ?» Le silence de ce dernier en dit long. Il hésite, cherche ses mots, bredouille. Marianne le fixe droit dans les yeux, et pour la première fois, elle craque. Sa voix tremble. « Ne fais pas semblant, tu n'es plus ici, tu n'es plus avec moi. » Puis elle se lève, le regard noyé, et quitte le restaurant sans un mot de plus. De son côté, Annie continue de gagner du terrain. Elle ne force plus les choses, consciente que le temps joue en sa faveur. Elle est présente, douce, disponible. Elle croise Alain à la supérette, lui glisse un sourire discret. Elle passe devant le mas, sans entrer, mais s'arrête quelques secondes, sachant qu'il l'apercevra depuis la terrasse. Ses gestes anodins deviennent autant de rappels, autant de fils invisibles qui l'attachent peu à peu à elle. Christelle, qui commence à voir les dégâts provoqués par le retour de sa sœur, tente une dernière intervention. Elle confronte Annie dans un café, d'un ton plus ferme que d'habitude. « Tu le détruis, tu le sais, il est perdu et toi tu l'enfonces. » Mais Annie ne se laisse pas démonter. Elle répond, calme, « Je ne le détruis pas, Christelle. Je le réveille, il était endormi. » La réponse claque comme un coup de fouet. Dans cette atmosphère pesante, Alain finit par craquer. Il se rend chez Annie, pas pour fuir, pas pour la conquérir, juste pour comprendre. Comprendre ce qu'il ressent. Comprendre pourquoi elle revient le hanter alors qu'il pensait avoir tourné la page. Annie l'accueille, sans surprise, comme si elle l'attendait. Il s'assoit, parle peu, puis elle lui tend une boîte en métal, à l'intérieur des lettres qui lui avaient été écrites des années plus tôt. Il les relit, bouleversé. L'un des courriers se termine par ces mots « Si un jour tu reviens, je saurai que mon cœur n'a pas menti ». Les larmes montent aux yeux d'Alain. Il ferme la boîte, se lève et s'éclipse sans un mot. Cette scène marque un tournant. Il sait qu'il doit faire un choix. Il ne peut plus jouer sur deux tableaux. Et cette décision, il devra la prendre très bientôt. En parallèle, l'enquête sur Kevin avance lentement. Nordine retrouve une trace de son passage près du port. Une caméra de surveillance l'a filmé montant dans une voiture inconnue. Les enquêteurs identifient le modèle, mais pas encore la plaque. Chaque minute compte désormais. Et dans l'ombre, le tueur semble surveiller, plus actif que jamais. À la fin de la journée, Alain rentre chez lui. Marianne l'attend, elle ne dit rien, lui non plus. Le silence entre eux est devenu trop grand pour être comblé par des mots. La rupture semble imminente. Et dans le regard d'Alain, une tristesse immense. Il sait qu'il va devoir briser quelque chose. Quoi qu'il décide, une partie de lui ne sera plus jamais la même. Vendredi soir tombe sur 7. Le soleil décline lentement sur les toits de la ville. Mais dans les cœurs, aucune lumière ne perce. Cette fin de semaine, pourtant synonyme de repos pour certains, laisse place à une tension diffuse et continue. L'inquiétude pour Kevin, toujours introuvable, devient omniprésente. L'angoisse étreint les visages. Les résidents, d'ordinaire si bavards, s'évitent tout chuchote. Le silence est devenu un langage commun. Au commissariat, Nordine rassemble les dernières pièces du puzzle. Il revoit encore les images de vidéosurveillance. Kevin monte dans une voiture sombre, sans résistance apparente. A-t-il été piégé? A-t-il rejoint quelqu'un de son plein gré? Les analyses avancent trop lentement. Mais un nouveau témoignage vient relancer les espoirs. Une femme dit avoir reconnu le conducteur de la voiture. Ce n'est pas un inconnu, affirme-t-elle. C'est un habitué du port, un certain Adrien, discret, mais toujours là, à traîner près des hangars. Martin donne immédiatement l'ordre de fouiller les lieux. Une patrouille est envoyée. Mais au moment d'interpeller le suspect, celui-ci a disparu. Ne reste sur place qu'un sac abandonné dans lequel figure la carte d'identité de Kevin. L'émotion est immédiate. Il n'est donc pas loin. Mais est-il encore en vie? À cette pression policière s'ajoute une autre forme de suspense, plus intime, plus déchirante, le choix d'Alain. Toute la semaine a été pour lui un champ de bataille intérieur. Déchiré entre sa relation durable avec Marianne et la passion renaissante avec Annie, il a fini par s'isoler, s'enfermer dans ses pensées. Mais le temps de la fuite est terminé. Le matin, Alain se lève tôt, il dépose une lettre sur la table de Marianne, il n'a pas eu la force de lui parler de vive voix. Dans cette lettre, il avoue son trouble, son amour qui s'éteint doucement, et surtout, son besoin de comprendre ce qu'il ressent pour Annie. Il ne dit pas qu'il part pour de bon, mais il dit qu'il parte pour quelques jours, pour y voir plus clair. Une forme de lâcheté peut-être, ou une tentative maladroite de ne pas blesser davantage. Quand Marianne découvre la lettre, son cœur se serre. Elle lit chaque mot avec lenteur, comme pour retarder l'évidence, puis elle se lève, ferme les volets, et s'assoit seule dans le noir. Il n'y a pas de cris, pas de larmes, juste ce vide. Celui que laisse l'absence d'un homme qui fut tout.
De son côté, Annie n'est pas triomphante. Elle ne sourit pas. Elle n'exulte pas. Elle sait qu'elle a gagné du terrain, mais à quel prix? Elle aussi est blessée, elle aussi a douté. Et elle ne sait pas si Alain reviendra vraiment vers elle. Ce qu'elle voulait, c'était réveiller en lui une vérité oubliée. Pas forcément tout bouleversé. Mais maintenant que les dés sont jetés, elle ne peut plus reculer. Au mas, Alex et Chloé tentent de garder le cap, mais les récoltes sont interrompues. L'absence de Kevin plane sur les vignes comme une ombre froide. Les ouvriers n'osent de plus plaisanter. Les regards sont fuyants. Un drame se prépare, tout le monde le sent. Et justement, dans un hangar désaffecté, un plan rapide nous montre Kevin, attaché, inconscient, une plaie au front. Il est vivant. Mais pour combien de temps? La caméra recule doucement, laissant apparaître la silhouette de l'homme au volant. Il ne parle pas. Il observe Kevin avec un calme dérangeant. Puis il referme la porte métallique et disparaît dans l'ombre. L'image est brève mais glaçante. À la chorale, les répétitions continuent malgré tout. Les adolescents chantent avec une intensité nouvelle, comme si la douleur du monde extérieur entrait dans leur voix. François, finalement convaincu, les rejoint. Il lance la première note d'une chanson d'espoir et soudain, le public présent ressent un frisson collectif. Peut-être que l'art est la seule manière de survivre au drame. Mais la ville, elle, retient toujours son souffle. Le tueur est-il lié à l'enlèvement de Kevin? Est-ce une vengeance, une mise en garde ou le début d'une série macabre? La piste du Neurolex est plus brûlante que jamais. La police resserre son dispositif. Des descentes sont organisées, des suspects interrogés, mais toujours pas de nom, pas de visage. Et pendant ce temps, Alain, en voiture, roule vers une destination inconnue. Il ne répond pas au téléphone. Il est seul, perdu entre deux vies, entre deux femmes, entre deux vérités. Peut-être espère-t-il que le silence lui apportera les réponses qu'il n'a pas su entendre dans le tumulte de Sète. Lorsque le générique de fin retentit, les téléspectateurs sont laissés dans un état de tension absolue. Où est Kevin? Qui est derrière tout cela? Alain reviendra-t-il? Marianne pourra-t-elle pardonner? Annie finira-t-elle par tout perdre? Et surtout, jusqu'où ira le tueur? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Quelle semaine incroyable à Sète, entre la disparition inquiétante de Kevin, le retour bouleversant d'Annie, le triangle amoureux avec Alain et Marianne, et les révélations sur le Neurolex. Demain nous appartient, nous tient une fois de plus en haleine. Si vous aussi vous êtes choqué par les décisions d'Alain, inquiet pour Kevin ou intrigué par le tueur dans l'ombre, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et d'activer la cloche pour être alerté dès que de nouveaux spoilers arrivent. Restez avec nous car la suite s'annonce encore plus folle. Merci pour votre fidélité et à très vite pour de nouvelles révélations sur Demain nous appartient.